Bonjour, je suis Sandrine Donzel et mon métier c'est de décoincer les problèmes et je le fais dans la vraie vie dans des accompagnements et vous trouverez aussi plein de ressources complémentaires sur le blog.escomc.fr et dans les conférences, les ateliers que j'anime. À propos de ça, j'en profite avant que je tire au sort la question du jour. J'en profite pour vous dire que j'ai pas mal d'interventions prévues là sur ce mois de mai 2019. Samedi matin, je suis à Chindrieux en Savoie pour un temps d'échange, une intervention sur les stéréotypes dans l'éducation, garçon-fille. Voilà, on va discuter, ça va être un truc un peu interactif, participatif, c'est pas une conférence. Donc ça c'est samedi, ce samedi-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une conférence à Villars-sur-Doron, encore en Savoie, sur la fratrie. J'ai une autre conférence à Rieux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise, qui s'appelle Survivre à la petite enfance. Ça va être trop bien, donc je vous invite à venir parce que je me suis dit que survivre à la petite enfance, c'est ce dont on avait besoin quand on était parents d'enfants de jeune âge. Donc, il y a encore autre chose. Il y a une animation sur les écrans aussi à Villefontaine en Isère. Donc voilà, tout ça, vous retrouverez les infos sur le site www.escomc.fr et je mettrai en lien dans la description de la vidéo si ces interventions vous intéressent. Vous pouvez venir y assister. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, comme ça vous avez toutes les infos. Alors, je vais tirer au sort la question. J'en profite pour vous rappeler aussi que si les ressources que je propose vous intéressent, vous plaisent, vous pouvez contribuer sur Tipeee à n'importe quel moment, pas forcément ici pendant le live. Tipeee, c'est un site de pourboire participatif. Donc, quand les gens produisent du contenu gratuitement sur Internet et qu'ils ont un compte Tipeee, bah, vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 10 euros, tout ce que vous voulez pour les encourager à continuer. Bon, mais ce n'est pas pour écouter tout ça que vous êtes venus, c'est pour savoir quelle question j'allais tirer. Donc on y va, c'est parti pour le SOS Escomc. Je rappelle ce que c'est que le SOS Escomc. C'est un temps, le mercredi matin à 9h30, durant lequel je réponds à vos questions, les questions que vous m'avez envoyées par mail. Et cette semaine, je tire la question numéro 4. Alors allons-y, je chausse mes lunettes, mes nouvelles lunettes, et je vais voir quelle est la question numéro 4. J'en profite. Alors, alors elle a de la chance, cette lectrice. Bonjour Amélie. Amélie me dit bonjour, tout va bien, tout est ok pour le son, c'est super, merci Amélie. Donc cette lectrice de mon blog, qui est une fidèle, elle a beaucoup de chance parce que je crois que j'ai déjà tiré une de ses questions. Donc, voici sa question. Je vis en couple avec 2 garçons de 5 et 8 ans, je travaille à temps partiel et mon mari à temps plein. L'essentiel des tâches ménagères me revient, même si mon mari prend sa part lorsqu'il le peut. Il n'empêche que certaines tâches me reviennent presque toujours, comme faire tourner, étendre les lessives, passer l'aspirateur, la serpillière, nettoyer la salle de bain. J'essaye laborieusement de faire participer mes enfants, mais sans toujours rencontrer beaucoup de succès. Comme mon mari travaille plus que moi et qu'il fait aussi pas mal de choses, que quand il est à la maison il s'occupe pas mal des enfants, je ne me sens pas légitime de demander de l'aide puisqu'il fait déjà beaucoup et lui-même trouve qu'il en fait déjà bien assez. En même temps, je me sens parfois agacée et elle a sincère impression de faire le travail ingrat. Mais moi, j'ai le temps, donc je n'ose pas trop me plaindre, mais je suis quand même frustrée. Bon, j'imagine que pas mal de personnes qui m'écoutent vont se reconnaître dans cette question. Bref, je ne parviens pas à demander de l'aide de façon constructive et ça m'agace parfois profondément de ne pas avoir d'aide et de ne pas oser en demander. Alors, voilà une question intéressante. Alors, elle met en œuvre la charge mentale, la discussion dans le couple, la répartition des tâches dans le couple et tout un tas de choses de ce style-là. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur cette question? La première chose que me dit cette lectrice, c'est « je ne me sens pas légitime ». La difficulté qu'il y a, c'est que si on attend de se sentir légitime, vu la construction culturelle qui pèse sur nous, en fait, on ne le sera probablement jamais ou jamais assez. Surtout que là, il y a un déséquilibre en termes de... Alors, je reprends les termes, comme mon mari travaille plus que moi. Mon mari travaille plus que moi à l'extérieur de la maison. Je ne suis pas sûre que si on reprend la répartition totale de toutes les tâches qui sont à faire, travail à l'extérieur et travail à la maison,
charge des enfants, etc., je ne suis pas sûre que votre mari travaille plus que vous. Ça, c'est une première question. Après, l'idée, c'est pas de calculer mathématiquement qui passe le plus de temps, parce que le problème des tâches, c'est pas tellement le temps qu'on y passe, c'est les sensations qu'elle nous procure, qu'elle nous provoque. Je peux faire une tâche qui prend beaucoup de temps, mais finalement, soit trouver du plaisir dans la tâche, soit trouver du plaisir dans le résultat, et du coup me dire, voilà, j'ai fait un truc qui me plaît, qui me nourrit. Donc la question, c'est pas une égalité mathématique, c'est que le ressenti soit à peu près satisfaisant pour tout le monde. Alors, ce que j'avais envie de dire je reviens sur le je ne me sens pas légitime de demander de l'aide, parce qu'au fond, c'est ça en fait le problème. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas d'aide, vous ne pouvez pas en vouloir à l'autre de ne pas vous l'accorder. Je ne me sens pas légitime, la question c'est, ça voudrait dire quoi être légitime? Est-ce que ça voudrait dire, je me sens sûre à 100% que mon mari ne va pas me dire, oh ben dis donc, t'exagères pas un peu là, parce que moi j'en fais déjà beaucoup, hein. Euh, Pardon, mais ça, vous n'aurez jamais cette certitude d'une part, sauf avoir une très bonne relation avec votre mari. Et puis quand bien même, il a le droit de se plaindre des fois. Donc se sentir légitime, ça vaut le coup de définir qu'est-ce que ça serait. Souvent c'est ça, c'est en fait j'anticipe que probablement l'autre va me faire des reproches, va trouver que j'exagère, alors du coup je n'ose pas demander. Donc moi je dis en général aux gens, n'attendez pas d'être légitime, de vous sentir légitime, parce que ça n'arrivera probablement jamais. Il y a quelques temps en arrière, j'avais regardé un peu des vidéos de Titiou Lecoq, qui est une actrice qui se bat, qui a des combats féministes. Et je crois que c'est elle qui disait dans une des vidéos la répartition vécue comme juste dans l'ensemble de notre société actuelle, dans le couple, c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire quand 2 tiers des tâches concernant la maison, les enfants sont faites par les femmes et 1 tiers par les hommes, le couple considère que la répartition est juste. Bon, ça c'est une construction sociale, culturelle, c'est comme ça. Donc, si vous attendez de faire 90% des tâches pour vous sentir légitime à dire « Oh là, il faut peut-être que je fasse quelque chose », je le redis, ça n'arrivera jamais. Et encore une fois, la question c'est qu'est-ce qui empêche? Quand vous serez légitime, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que vous serez sûr à coup sûr que vous allez avoir une réponse positive? Je vous invite à revisionner ma vidéo sur la confiance en soi, les 3 illusions qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, c'est exactement ça. Donc on ne va pas attendre de se sentir légitime pour demander, il suffit pour demander qu'on se sente mal à l'aise avec la situation. C'est Sacha Guitry, je crois, qui disait « Dans un couple, tous les sacrifices sont acceptables jusqu'à ce que l'un des deux se rende compte qu'il y a sacrifice. » Donc si vous faites les choses en étant frustré et en vous disant « ça ne va pas » et voilà, vous risquez, c'est un poison qui est en train de pourrir votre couple. Vous risquez, si l'autre ne percute pas, si l'autre ne change pas de position, si le conjoint ou la partenaire ne revient pas vers vous en disant j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous risquez tout simplement de voir cette frustration pourrir votre relation, vous risquez de finir par en vouloir à l'autre de ne pas en faire plus, alors que vous n'avez pas demandé. Et donc, être légitime, c'est simplement ressentir une frustration et avoir besoin de la collaboration de l'autre pour résoudre le problème. On est d'accord que là, vous avez besoin de la collaboration de votre conjoint. Alors là, on va parler du coup de communication dans le couple. L'idée, c'est pas de lui sauter sur le paletot en lui disant ouais, tu fous rien, il faudrait peut-être que tu te remues un petit peu les fesses. D'accord? Je caricature, mais l'idée, c'est évidemment pas de communiquer comme ça. L'idée, ça va être de dire bah voilà, moi je suis frustrée de certaines tâches, j'aimerais bien qu'on en discute ensemble pour voir comment on peut peut-être réorganiser. Peut-être que votre conjoint ne voit aucun problème à laver la salle de bain pendant que vous allez faire autre chose qui peut-être sera plus nourrissant, plus satisfaisant pour vous, alors que lui en fait il n'en a rien à faire. Laver la salle de bain ou passer le balai, ça lui est égal, ou laver la salle de bain ou s'occuper des enfants, ça lui est égal aussi. Et si ça lui est pas égal, vous pourrez alors construire ensemble des solutions. Peut-être qu'en y réfléchissant, vous allez vous dire,
si ça nous pèse à tous les deux et que ça nous gonfle, est-ce qu'on ne peut pas mettre 15-20 euros par semaine de côté pour payer peut-être une heure de femme de ménage? Est-ce qu'on peut s'organiser autrement pour, par exemple, on parlait de faire collaborer les enfants. Tiens, on pourrait imaginer faire un petit rituel familial le samedi matin ou le dimanche matin. Hop, on se met tous ensemble et on fait le grand ménage de la maison. Parce que le faire seul et le faire à plusieurs, c'est vachement bien. Est-ce qu'il peut pas votre conjoint aussi collaborer avec vous pour justement inciter un peu plus les enfants? Parce que quand il y en a un qui là aussi porte toute la charge de allez, c'est à moi de motiver les enfants, de les faire collaborer, ben c'est difficile. Mais tant qu'on n'a pas ouvert la discussion pour se dire ensemble, écoute, on a un problème en fait. C'est pas je t'accuse et je te demande de faire le boulot à ma place, c'est je suis frustrée et comme on est un couple, eh ben on va essayer de résoudre cette frustration ensemble. Donc, je pense que c'est la chose la plus importante que j'avais envie de dire par rapport à ça. Alors, je vois qu'il y a un commentaire. Je vais aller, je ne sais pas comment le lire de façon... bougez pas, hein. Je reviens, je vais lire le commentaire de façon détaillée. Donc j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez effectivement poser des questions pendant la vidéo. Ça me fait penser à autre chose, parce que des fois, il y a une autre question qui m'a été posée pour ce SOS qui n'a pas été tiré au sort. Mais du coup, je vais peut-être faire d'une pierre deux coups et répondre à une autre question. Alors, je vais lire le commentaire, pardon, hein, je n'étais pas sur la bonne page. Le commentaire. Moi, je me dis que si j'étais toute seule avec mes enfants, je n'aurais pas le choix. C'est le cas de certaines. Effectivement, quand on est seul, on n'a pas le choix. Mais du coup, effectivement, alors on peut aussi s'épuiser, en avoir marre et chercher des solutions, mais on va les chercher toute seule. Alors, chercher des solutions toute seule, paradoxalement, ça peut être plus simple que chercher des solutions à deux parce que on a de compte à rendre qu'à soi-même. On peut être limité par les finances, les choses comme ça, mais au moins, on est sûr que la personne avec qui on négocie pense comme nous. Ça, c'est la première chose, c'est ce qui complique les relations dans le couple, c'est que l'autre ne pense pas forcément comme nous. Se dire, bah moi, si j'étais toute seule, j'aurais pas le choix, donc je le fais et je suis contente de le faire. Effectivement, ça peut soulager parce qu'on n'est plus dans l'attente par rapport au conjoint. Sauf que ça, on peut essayer de le faire et ça peut fonctionner. Mais si ça ne fonctionne pas, que vous continuez à ressentir de la frustration, parce que nos émotions ne se décident pas aussi facilement, si vous continuez à ressentir de la frustration, il va falloir aborder le sujet avec le conjoint, parce que sinon ça va rester là, latent au fond. Alors, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai une autre question qui m'a été posée cette semaine dans le cadre du SOS que je n'ai pas tirée au sort, mais du coup je pense que je vais en profiter pour y répondre. Cette deuxième question, c'est la suivante, je la retrouve. Donc voici la question. Comment recréer les conditions favorables à une communication constructive au sein du couple? Enfin, créer tout court, me dit-elle. Nous sommes en couple depuis 8 ans, nous avons une petite fille, il n'y a plus de communication depuis toujours. J'ai en effet l'impression que nous n'avons jamais réussi à communiquer. Nous avons laissé la situation pourrir jusqu'à parler, enfin en tout cas moi je parle de nous séparer, mais j'ai réalisé que si nous nous séparons, j'aurais l'impression de ne jamais avoir essayé d'être heureux. Je voudrais savoir comment sortir de cette impasse. J'ai proposé à mon compagnon de lire les articles que vous aviez rédigés lors de la semaine spéciale sur le couple. Je lui avais également proposé maladroitement via courriel d'être accompagné par vous. Je n'ai jamais eu de retour. Alors, je trouve que c'est en lien en fait avec la première question qui était que je me sens pas légitime et j'ai pas d'aide, donc ça j'ai répondu. Mais on peut aussi avoir sollicité le conjoint ou la partenaire et puis obtenir une absence de réponse. Alors je dis bien obtenir une absence de réponse. Je constate que dans les couples, assez souvent, il y en a un des deux, souvent la femme qui va solliciter, qui va dire on a un problème, il faut le résoudre, il faut faire quelque chose. Et puis en face, on a un conjoint ou une partenaire fuyant, évitant, qui répond pas, qui diffère, qui attend, qui noie un peu le poisson, oui, 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 on va le faire, puis qui le fait pas, ou qui ne répond pas du tout, comme c'est le cas ici. Alors ça c'est très ennuyeux, parce que d'une part ça peut être très agaçant pour la personne qui demande, ou du coup un peu, qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion? On est Là ça vaut le coup du coup d'être responsabilisant par rapport au partenaire ou à la partenaire. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui font que les gens évitent de répondre, d'essayer de résoudre des problèmes.
Alors en tout cas, ceux que je reçois dans mes accompagnements de couple, parfois ils disent que c'est un peu par, entre guillemets, par flemme, en se disant, oh là là, ça va encore prendre du temps, on va se prendre le chou, et donc j'attends peut-être que du coup, ça va se dissoudre, le problème va se dissoudre. Et c'est vrai que parfois, quand on pose un problème et qu'on n'obtient pas de réponse, ça se dissout pas, mais on le résout toute seule. Et puis du coup, quand même, il faut que ceux qui évitent de répondre, de résoudre les problèmes, prennent bien conscience que c'est pas parce qu'on ne leur parle plus du problème qu'il n'existe plus. Donc peut-être qu'on peut rester frustré et toujours en attente d'une réponse. Et là aussi, c'est du poison pour la relation de couple. Peut-être aussi que du coup, on trouve une solution toute seule, mais au bout d'un moment, on se dit, mais à quoi ça me sert d'avoir un conjoint alors si je résous tout toute seule. Ça, c'est la deuxième chose. Parfois aussi, les conjoints ou les partenaires, hein, attention, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, évitent de répondre par peur. Oui, mais je risque de me retrouver confrontée, voilà, à des choses qui sont pas très agréables pour moi. J'ai, voilà, j'ai des appréhensions, des craintes, et du coup, ça crée une forme d'évitement. Quand je disais responsabiliser le conjoint, ça veut dire que si vous avez un conjoint ou une partenaire qui est dans cette forme d'évitement, ça vaut le coup de lui poser clairement le problème. Euh, En gros, ça pourrait donner quelque chose comme ça. C'est-à-dire que euh, quand je te propose de résoudre un problème, de discuter ensemble parce que je trouve que quelque chose ne va pas, et que tu ne réponds pas, en fait, je suis hyper frustrée, hyper déçue. Donc, j'aimerais que tu saches que, en fait, tu as le choix. Tu peux choisir de continuer à ignorer mes demandes et de ne pas répondre et de ne pas essayer de résoudre le problème avec moi. Et quand tu fais ça, bah, il y a plutôt des risques que ça dégrade notre relation et que les choses ne se passent pas bien. Tu peux aussi choisir de revenir vers moi et d'affronter, de prendre le problème à bras le corps et d'affronter les difficultés. Ça sera peut-être difficile pour toi, peut-être que ça te saoule, peut-être que tu as peur. Par contre, il y a des chances que ça améliore la relation entre nous. Donc voilà, maintenant tu peux choisir ce que tu souhaites faire. Cette démarche, elle a l'intérêt à un moment donné de remettre la responsabilité à l'autre. Si c'est toujours moi qui dois aller chercher les infos, qui dois aller résoudre les problèmes posés et tout, au bout d'un moment, c'est fatigant. Et donc, ça vaut le coup que l'autre prenne conscience que son attitude de retrait peut être juste fatigante et décevante et frustrante. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'avais envie de dire de plus je crois que c'est tout. Alors, je ne sais pas du coup si vous avez des questions sur cette situation de couple. Pour résumer, si je ressens une frustration dans mon couple, quel qu'en soit l'objet, attendre de se sentir légitime, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est si je suis frustrée et que je ne le dis pas et qu'on ne cherche pas ensemble des solutions, il y a de fortes chances pour que ça devienne un poison pour la relation et que sur le long terme, ça crée des pollutions pas très agréables. Donc ça vaut le coup d'en parler et de chercher ensemble à réfléchir. C'est pas toi contre moi, c'est nous ensemble contre un problème commun. Si l'un des deux partenaires est frustré de quelque chose, on a un problème en commun parce que la frustration de l'autre va polluer notre relation. Ensuite, si j'ai demandé à l'autre de résoudre avec moi ce problème et qu'il ou elle ne souhaite pas, enfin, évite de le faire, soit ne le souhaite pas, soit a peur de le faire, là, il est temps de responsabiliser l'autre en lui disant, en fait, je te laisse le marché en main, c'est toi qui décides si tu souhaites ou pas, sachant que il y a des avantages et des inconvénients. Si tu choisis de ne pas résoudre le problème, peut-être que tu t'évites des ennuis à court terme, mais alors, il y a un risque sur le long terme. Si tu choisis d'affronter, oui, ça va peut-être être un peu pénible au moment où on résout le problème. Par contre, il y a des chances que ça améliore les choses. Donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. En attendant, comme il y a un temps de décalage, que vous me posiez éventuellement des questions complémentaires, je vous rappelle 2-3 petites choses. Premièrement, vous pouvez contribuer sur Tipeee si cette vidéo vous a plu. Donc vous pouvez donner à partir de 1 euro. Le lien sera dans la description de la vidéo. Deuxièmement, vous pouvez trouver plein de ressources
ressources complémentaires sur le blog, blog.escomc.fr. Dans la deuxième question que je vous ai lue, la personne parlait de la semaine spéciale sur le couple. Donc là aussi, je remettrai je vais y arriver, les liens des articles dans la description de la vidéo. Je vous rappelle aussi que j'ai pas mal de conférences et d'interventions en mai et juin. Il y a un truc que j'ai oublié de vous annoncer, c'est que je vais faire un spectacle de théâtre en collaboration avec une comédienne. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, ça va être génial. Donc, soyez à l'affût des prochaines nouvelles, des prochaines conférences. Si vous n'avez pas d'autres questions complémentaires sur ces thématiques de couple, je vous souhaite une bonne journée du 1er mai, plein de petits muguets pour vous porter bonheur et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain SOS S comme C et puis d'ici là sur la page Facebook de S comme C. À bientôt!